Parce qu'il faut varier le sujet, il ne faut pas rester toujours en train de débattre des mêmes sujets. Ouais. Donc, parler d'autres sujets qui sont pas liés à la Guinée, c'est déjà une bonne chose. D'accord. Mais on ne peut pas parler sans parler de la Guinée. Mais Bien bon, sûr, parce que nous sommes là, en Guinée. déjà, moi, Vous êtes homme politique ivoirien. toutes ces années que j'ai eu à faire en Guinée, c'est tout à fait normal que la Guinée soit une partie de moi. Bien sûr. Vous avez d'ailleurs fait combien d'années en Guinée, pour rappeler? Pas moins de 20 ans. Hein. Pas moins de 20 ans. Oui. Bah, c'est déjà énorme. C'est une génération, 20 ans. Justement. Vous devrez être au courant de beaucoup de choses. Vous vous intéressez à la politique guinéenne? Au fait, je suis la politique guinéenne, parce que s'intéresser, c'est s'impliquer. D'accord. Donc, je suis avec intérêt la situation guinéenne, et puis bon, voilà. Mais vous ne vous impliquez pas? Je ne m'implique pas. D'aucune manière. Pourquoi? En fait, il y a une mission ici que je n'ai pas encore terminée, c'est-à-dire faire la promotion de mon parti. Donc, je crois que c'est déjà un lourd fardeau. Voilà. Je vais vous interroger en tant qu'observateur dans un premier temps, hein, en tant qu'observateur de la scène politique guinéenne. Nous, actuellement, le débat, c'est le 3e mandat, en fait. Oui, vous le savez, ce débat. Je suis. Bien sûr. Alors que, comment vous observez tout cela? J'observe avec intérêt. J'ai pris pour la Guinée pour que les choses se passent bien, parce que quand on parle de 3e mandat, bon, il va de soi. Hein. Il y a le respect de la loi et puis bon, il y a les corollaires qui font que les choses se dégagent vraiment au mieux pour qu'une solution soit trouvée. Pour vous, c'est quoi la solution en politique? Ce que j'appelle la solution, c'est-à-dire c'est le suivi et le respect de la loi. Parce que quand on parle de 3e mandat, déjà, pour moi, ça sonne mal. Parce que quand on dit déjà 3e mandat, c'est comme si on violait la loi. Ok, d'accord. Donc moi, si on parle de premier mandat d'une nouvelle république, bon là, ça s'explique. Donc moi déjà... Alors c'est cette phrase-là que je voulais. Oui, c'est cet angle, parce que vous voyez, on va aborder la Côte d'Ivoire sous cet angle-là. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez d'un nouveau mandat, d'une nouvelle constitution avec la même personne? Mais je pense que ça dépend de la qualité de la personne, de ce que la personne a pu faire comme travail. Déjà que les lois, les tests sont respectés, je crois que là, il n'y a pas de débat à la matière. Mais si la personne qui doit continuer est capable à poser des actions qui donnent confiance au peuple et il peut améliorer la situation du peuple, moi, je ne vois pas de problème à ce niveau. Donc, le débat qui se pose aujourd'hui en Guinée, qui dit par exemple qu'il faut réviser la Constitution, tout remettre à zéro, peut-être pour permettre au professeur Alpha Condé de se représenter pour un autre mandat. C'est un non-débat pour vous? Non, je n'appelle pas ça non-débat, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, hein, le respect de la loi qui prévoit effectivement qu'un président puisse proposer un référendum au peuple. Mais il appartient au peuple aussi de se prononcer sur, en tout cas, sa participation à ce référendum ou pas. Et sa participation soit pour pouvoir s'exprimer dans les urnes ou sa non-participation et autres. Donc moi, je pense que cela appartient aux deux parties de trouver en tout cas l'issue favorable. Soit ça a lieu, soit ça n'a pas lieu. Donc, j'étais en train de dire, vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation similaire en Côte d'Ivoire. C'est bien ça? C'est très différent. Ah. Parce que depuis 2016, nous avons fait un référendum approuvé à plus de 96%. D'accord. Qui a changé complètement la Constitution et nous sommes entrés dans une nouvelle république. D'accord. Alors, où est la différence avec la Guinée? Si jamais on arrivait à adopter une nouvelle constitution? Non, moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas eu à discuter. C'est ce que j'ai dit. Ça appartient au peuple et aux gouvernants de trouver la solution qu'il faut d'organiser ou de ne pas organiser le référendum. D'accord. Ça appartient. Mais au cas où c'est organisé, ça veut dire que la similarité est là. Il y a eu un référendum, une nouvelle république. Donc, vraiment, tout le monde peut se présenter. Il doit y avoir un référendum. Donc, dans ce contexte-là, vous savez, je vous interroge en tant qu'homme politique, puisque vous êtes aussi un analyste d'une situation politique. C'est pourquoi je vous interroge sur la situation de la Guinée, à comprendre par exemple,
Est-ce que c'est le moment de proposer un référendum? Ben, moi, je crois que ce jugement-là, moi, ne me revient pas. Hein, ça ne me revient pas. Non, mais c'est vrai parce que chaque pays... Alors, laissez tomber cette histoire de pays. Non, vous êtes un homme politique. Non, oui, attendez. Non, c'est que vous commencez là, on ne va pas aller dans ce sens. Que je suis vous n'allez pas me dire, non, je suis à Guinée, je ne peux pas me prononcer sur les affaires guinéennes. Non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi? Tout à l'heure, nous étions en train de parler et nous avons dit, vous avez posé du moins la question de savoir si effectivement le référendum, si c'est possible ou pas, ou bien si ça doit se faire ou pas. Si je n'ai pas bien compris la question. La question, oui, c'est est-ce que vous pensez que dans le contexte guinéen, c'est normal qu'on propose une nouvelle constitution? Mais à ce niveau, moi, je crois que, comme vous avez dit, droit dans les yeux et pas de langue tabou, moi, je pense que chacun a sa petite idée à ce niveau. Mais moi, me concernant, ce qui est bon pour la Guinée, c'est ce qui doit être dégagé. Qu'est-ce qui est bon pour la Guinée? Mais si on trouve que le référendum organisé... Ça ne fonctionne pas. Non, cette réponse, je ne prends pas, M. Doumbia. Vous me dites toujours, vous arrivez, mais vous contournez. Oui, je sais. Je ne contourne pas. Attendez, la même situation peut se poser dans votre pays. Quelle sera votre position? C'est-à-dire, la même situation, comment? La situation s'est posée et la décision a été prise là-bas, le référendum. Non, ce n'était pas dans la même. Non, attention. C'était juste après la réélection d'Alassane Ouattara, 2016. Mais ici, nous sommes à la fin de mandat d'un président de la République. C'est le contexte que je suis en train de vous rappeler. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est normal qu'un président propose une nouvelle constitution à la fin de son second et dernier mandat prévu par la constitution qui voudrait changer? Vous, en tant qu'homme politique, qu'en pensez-vous? Voilà ce que moi je trouve à vous dire. Oui. J'ai dit et je répète. Le président, selon les lois, l'ancienne constitution, je crois que il y a la latitude de pouvoir convoquer un référendum. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. C'est son droit ou bien c'est pas son droit? Le président, c'est son droit. C'est son droit. Oui. Maintenant, qu'il le fasse au début ou qu'il le fasse à la fin, le bon jugement de l'organisation ou non de ce référendum-là, ça dépendra des situations présentes que le peuple... Vous allez contrôler, M. Doumbia, vous allez m'envoyer tous les mots du monde entier, mais vous allez répondre à cette question clairement. Clairement, homme politique, vous, même si vous êtes un homme politique ivoirien en Guinée, oui. Je vous dis, si le même contexte se présentait en Côte d'Ivoire, par exemple, vous allez me dire, non, je vais attendre jusqu'à ce que ça se pose en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, oui. Vous avez bien dit si. Et à partir du moment où il y a si, nous ne sommes pas encore au fait. Vous allez jouer à ce jeu. Vous allez jouer à ce jeu, M. Doumbia. Vous allez jouer à ce jeu. Non, vous allez jouer à ce jeu. Non, vous êtes en train de jouer là. Vous êtes en train de me prendre leurs conditions. Mais on ne va pas. Oui, parce que vous voyez, le trait d'union se trouve là. Vous allez me dire clairement ce que vous pensez d'une certaine situation. Invitez-moi pour un entretien. Spécialement sur la Guinée, je prendrai mon temps. Vous avez dit tout à l'heure, vous n'oserez pas dire que c'est pas opportun. Non, vous le pensez, mais vous n'oserez pas le dire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous n'oserez pas le dire? Est-ce que vous savez pourquoi vous n'oserez pas le dire? Pourquoi? Parce que vous êtes la majorité présidentielle en Côte d'Ivoire et ici c'est la majorité présidentielle. Il y a une sorte d'amitié existant entre vous. C'est comme si vous étiez protégé par la majorité présidentielle. Ici, politiquement, monsieur, vous ne pouvez pas prendre une opposition d'opposant dans un pays où... Écoutez-moi, Monsieur Condé, écoutez-moi. Oui, allez-y. Je suis parfaitement apte à être invité un jour en tant que citoyen vivant sur le sol guinéen et qui suit de près les réalités de la Guinée, si je suis invité en tant que citoyen, je viendrai me prononcer clairement et sans ambiguïté sur toutes ces situations. Et pourquoi je le dis? Tout à l'heure, vous-même, vous m'avez dit, nous sommes venus pour parler de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour parler
de mon parti et de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Oui. Et pratiquement, nous sommes en train de prendre tout le temps pour parler de la Guinée. Parce que vous voyez bien que nous recadrons le débat et que nous revenions sur le sujet qui m'a envoyé ici. Parce que vous voyez comme tout simplement. Ça, lorsque nous aurons fait ce qui était vraiment prévu, soit nous pouvons peut-être, on devrait normalement terminer par ça. Oui. Voilà. Et vous avez plutôt commencé par ça. Donc, je souhaiterais bien que, effectivement, nous recadrions les choses pour pouvoir parler de ceux pour lesquels nous avons pris rendez-vous. Mais vous voyez aussi, ce n'est non plus pas une poésie récitée que vous allez venir nous déclamer ici. C'est pas possible. Quel genre de poésie? Je suis en train de dire que si vous vous êtes préparé sur la question de la Côte d'Ivoire, je suis tout à fait d'accord avec vous. On va faire nos débats. Mais lorsque je vous interroge, mais c'est normal. C'est normal. Laissez-moi finir puisque je vous ai écouté. Allez-y. Si vous venez dans mon émission, nous sommes en Guinée. Vous êtes un homme politique et une situation politique se présente en Guinée. L'opportunité voudrait bien que je vous demande votre avis là-dessus. Je suis parfaitement d'accord. Alors, si je demande votre avis là-dessus, si je vous pose des questions là-dessus, c'est de mon rôle d'essayer d'obtenir une réponse claire et nette. J'ai essayé de vous faire comprendre qu'il y a un trait d'union entre les deux. Je vous ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas une situation similaire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la situation guinéenne, cette histoire de est-ce qu'il va y avoir un troisième mandat pour un homme qui a déjà fait 2 mandats futiles non, au fait, c'est là-bas que je voudrais rectifier. Chez nous, il n'y a pas de troisième mandat. Vous l'avez dit. Chez nous, il n'y a pas de troisième mandat. C'est peut-être encore, je le dis, parce qu'aujourd'hui, ça peut être comme ça peut ne pas être. Puisque le président de la République a dit qu'en 2020, il va se prononcer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat. Et si éventuellement il était candidat, ce n'est pas un troisième mandat, mais c'est un premier mandat pour une troisième république. Alors, voilà. Les réponses à ma question sur la Guinée, vous ne les donnerez pas. Entrons dedans de plein pied en Côte d'Ivoire. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de troisième mandat. Vous dites qu'il n'y a pas de troisième mandat. Oui. Vous dites que le président a dit qu'il va se prononcer en 2020. C'est très bien de le rappeler parce que j'ai envie de dire... Il va se prononcer. Il va se prononcer en 2020. Oui. Il va se prononcer s'il se présentera ou pas. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien, moi, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes proche de lui, est-ce que vous connaissez déjà sa décision? Le président Ouattara. Mais si je connaissais la décision n'est même pas prise. Si elle est prise, je crois que... Peut-être pas annoncé officiellement, mais au fond... On sera informé. Vous savez, dans un parti politique, on prépare toujours la relève. Donc, par la façon de faire, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un déjà capable d'assumer la place d'Alassane Ouattara à travers votre parti? Mais vous savez que nous n'avons pas un petit parti. Je le sais. On a été parti d'opposition et on a pu prendre le pouvoir, on a pu faire 2 mandats. Oui. Et 2 mandats, c'est pas une seule personne qui arrive à mener tout ce combat. Ça veut dire qu'il y a des personnes capables de pouvoir prendre la relève. Il y a des personnes charismatiques. Le fonctionnement du parti actuellement a tendance à présenter ou à préparer la relève. Votre parti, le RDR, c'est bien cela. Rassemblement des Républicains. C'est ça. Ça, le RDR, mais nous sommes dans une dynamique de RHDP. RHDP, d'accord, dans cette dynamique. Donc, au sein de RHDP, les préparatifs nous amènent à quoi? À préparer la relève d'Alassane Ouattara ou la continuité d'Alassane Ouattara? Mais nous sommes un parti responsable. Nous sommes un parti responsable. Ce n'est pas à la fin du mandat qu'on prépare la relève. D'accord. Dès la prise du pouvoir, la relève se prépare. D'accord. Donc, c'est vrai, nous sommes des délégués généraux, même si nous sommes proches, mais nous ne sommes pas aussi proches que le cercle vraiment très restreint des décideurs. D'accord. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur la personne éventuellement qui pourra prendre la relève. Mais moi, j'ai dit, nous sommes un parti responsable et donc la relève chez nous, ce n'est pas les personnes qui manquent, ce ne sont pas les personnes capables qui manquent. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une question de procédure. Il fut un temps où la position d'Alassane Ouattara était claire. Oui. Il disait qu'il fallait laisser la place, notamment à la jeunesse. Oui. Vous vous souvenez? Il l'a toujours dit. Il l'a toujours dit. Sauf que récemment, c'est comme s'il a reporté sa décision. C'est comme s'il regrettait un tout petit peu ses déclarations.
parce que maintenant, il est dans la logique de dire « je vais me prononcer bien plus tard, en 2020 ». Ben là, je vais souligner votre mot regretter. Ce D'accord. n'est pas du tout un regret. C'est quoi alors? Ce n'est pas du tout un regret. C'est quoi? Mais ça peut être une stratégie politique. Ah, pour faire quoi? Mais au fait, pour pouvoir effectivement bien préparer les choses et pouvoir, en tout cas, laisser quelque chose de consistant. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Oui. Mais je vous donne un simple exemple. Oui. Je vous donne un simple exemple. Si un père de famille, j'aime bien le dire, si un père de famille Oui. doit effectivement léguer son héritage de responsabilité à l'un de ses fils, et il se doit effectivement de pouvoir vraiment mûrir et prendre la décision à temps et bien prendre la décision. Mais cela ne veut pas dire que le père de famille va refuser de partir. S'il bouge et qu'il y a par moment des remue-ménages, mon problème c'est où? Qu'ils reviennent pour pouvoir recadrer les choses et vraiment prendre la décision idéale bien pour le pays. Donc, voilà. Les décisions, les déclarations qu'il avait faites, laissant croire qu'on devrait laisser la place à la jeunesse. Hein? Ça tient. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire, est-ce que ça a causé des problèmes au sein de votre parti? Causer des problèmes au sein de notre parti? Oui. Ben, pratiquement non, mais c'est une idée, tout le monde adhère. Pourquoi il est revenu pour dire je me prononcerai bien plus tard? Parce que, à mon avis, c'est deux idées contraires. Non, ce ne sont pas deux idées contraires. D'accord. Ce ne sont pas deux idées contraires parce que vous n'êtes pas sans ignorer des remue-ménages sur le plan national. Quand je dis les remue-ménages, je veux simplement parler des situations, de la situation sociopolitique. On a effectivement assisté à un véritable bouleversement sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Oui, avec la libération des Gbagbo, la libération des Blé Goudé, et le FPI qui va revenir en force. Et surtout, le FPI est divisé. Oui, bien sûr, mais le FPI qui va revenir pas en force parce qu'il part de réconciliation. Mais surtout le parti. Non, il faut que je précise. Je précise d'abord. Attendez, cette émission, ça fonctionne de cette manière-là. N'oubliez pas que vos alliés de PDCI, vos alliés du PDCI avec lesquels vous êtes en train de créer un parti unique qui va s'appeler le RHDP. Ils ne sont plus contents de vous. On a écouté la déclaration, par exemple, ou disons les déclarations de Bédié, du président Bédié. Ils ne sont pas d'accord avec les décisions, certaines décisions de Ouattara. Il y a des problèmes au niveau du RDR. Laissez-moi vous informer. Informez-moi, allez-y. Voilà, laissez-moi vous informer parce que je vous ai dit que nous sommes dans une logique de RHDP unifié. Oui. Nous avons commencé ce travail avec le PDCI et au moment où nous devrions effectivement entériner vraiment le processus, le PDCI s'est retiré. Oui. S'est retiré. Oui. Et le PDCI s'est retiré parce qu'il n'adhérait pas, il n'adhérait plus, si je veux le dire, à ce processus-là. Mais certains cadres du PDCI sont restés chez vous. Voilà, vous êtes en train de vous dites que Bédié a fait une déclaration. Mais aujourd'hui, combien de Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas comme si le parti existait déjà. Lequel des partis? Le parti que vous voulez nous présenter, que vous voulez unifier, le RHDP, c'était une coalition. Vous n'êtes pas informé. Ah bon? Oui, vous n'êtes pas informé parce que mon dernier départ, j'ai été invité au congrès constitutif du RHDP. Oui. Actuellement, où je vous dis, nous avions juste 3 mois pour mettre toutes les structures en place. Le RHDP est déjà constitué et actuellement... Avec une dame comme secrétaire, comme présidente. On est en train de... Dites que je ne suis pas informé. J'arrive. Mais c'est vous pensez que le RHDP, c'est juste une coalition. Je suis en train de dire que le RHDP sans PDCI, c'est presque le RDR. C'est ce que je suis en train de vous dire, M. Doumbia. Vous dites que le RHDP sans PDCI, c'est presque le RDR. Non, là, vous vous trompez. Ah ben d'accord. Parce que sans le PDCI, vous savez qu'il y a plusieurs partis qui constituent le RHDP.
C'est vrai, c'est possible, parce qu'on appelle, il y a des partis satellites, il y a des partis satellites à côté. Oui, bien sûr, on sait que PDCI... Non, il y a des très grands partis. Je connais 3 très grands partis en Côte d'Ivoire. Oui, allez-y. FPI qui est divisé. Ce n'est plus un grand parti. C'est un très grand parti d'ailleurs, surtout avec la libération de Gbagbo. Je connais RDR qui est venu. Mais avant, il y a surtout PDCI. Et qui est divisé. C'est le parti de Houphouët-Boigny. Est-ce que vous savez que le RHDP, tous les partis qui se retrouvent au RHDP... Je sais que le RDR, c'est le parti de Ouattara et le PDCI, c'est le parti de Nana Houphouët. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas informé. Informez-moi parce que je sais ce que j'ai dit. Donc, tous ces partis qui se retrouvent au sein du RHDP, ce sont des partis qui portent l'idéologie d'Houphouët. Ce sont des partis... Seulement que le plus grand de ces partis s'est retiré. Quel est le plus grand de ces partis? PDCI. Le PDCI. PDCI est un très grand parti, d'ailleurs plus grand que le RDR. Non, mais je vous en prie. Plus grand que le RDR, on a pris le pouvoir. Grâce au PDCI. Comment grâce au PDCI? On est allé au premier tour. Bon, au fait, c'est un débat déjà dépassé. Oui, je sais. Décidé que celui qui viendra au premier... au deuxième tour, soit soutenu par l'autre. S'ils étaient plus grands que nous, ils seraient venus au deuxième tour avec Gbagbo. D'accord, ils vous ont soutenu. Ils vous ont soutenu en 2010. Ils vous ont soutenu en 2015. Mais, ils demandent que vous les souteniez en 2020. Vous ne l'avez pas accepté. C'est pourquoi ils ont quitté M. Doumbia. Non, mais écoutez. Oui, allez-y. Vous savez, pour en arriver au soutien ou pas, il faudrait que on a décidé d'entamer un processus d'unification. Si ce processus était à terme, que nous décidions maintenant de faire le choix de la personne idéale qui peut vraiment porter les idéaux et vraiment diriger le pays, en ce moment, c'est bon. Mais nous sommes dans un processus qui n'est pas encore en terme et on se lance déjà dans des réclamations de candidatures parce qu'ils se sont sentis trahis, M. Doumbia. Mais qu'est-ce que vous appelez... Ils se sont sentis trahis. Non, ça, je vous dis que ce n'est pas une trahison. Ben, c'est pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas une trahison. Nous avons travaillé sur des dossiers. Ce n'est pas comme ça. Attendez, vous n'allez pas toujours... Vous pouvez insister. Vous prenez pour argent comptant ce qu'ils ont dit et ce que je suis en train de vous dire. Vous trouvez que ça ne suffit pas? Je joue le rôle de l'antithèse. Non, mais je sais, même si vous jouez le rôle de l'antithèse. C'est surtout que vos arguments ne me convainquent pas, monsieur. Comment ça ne vous convainc pas? Parce que j'ai d'autres arguments contraires. Je suis en train de vous dire que les responsables du parti PDCI s'attendaient à une chose qu'ils n'ont pas retrouvée dans le rassemblement que vous avez annoncé. Et alors ils ont quitté. Cette chose, c'est quoi? Plus de leadership, surtout pour eux. Ils ont voulu que vous les souteniez en 2020. Mais que ce soit eux qui investissent un candidat à la présidentielle. Parce qu'ils savent que de cette manière-là, ils ont une chance de faire revenir le PDCI au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas dit non. Mais je vous dis, quand on est en train de s'entretenir sur un sujet, quand on est en train de s'entretenir sur un sujet, on est dans un processus de constitution de partis unifiés. La première des choses, c'est d'arriver au point de pouvoir mettre la structure en place. Ce qui doit, les histoires de candidature doivent être des sujets qui viennent après la Constitution, après l'atteinte même de l'objectif qui a été fixé. On ne peut pas être... Vous voulez les mettre devant les faits accomplis. On ne peut... Quel fait accompli? Vous choisissez, vous créez, vous dites que nous sommes des oufouettistes, vous mettez... Attendez, vous dites que nous sommes des oufouettistes, vous dites que nous sommes des oufouettistes. Attendez, vous dites que nous sommes des oufouettistes. RDR rejoint le PDCI, vous formez le rassemblement des oufouettistes. Ce que vous oubliez, c'est que le rassemblement des oufouettistes, le RHDP, n'est pas constitué que du RDR. Mais c'est surtout des deux partis noirs.
écoutez-moi, vous voulez minimiser cette partie. Je les minimise. Quel est leur score, par exemple? Le parti que vous citez, dites-moi son nom d'ailleurs, comment il s'appelle? Il y a l'UDPCI. Ils ont eu combien à la dernière présidentielle? Mais ils ont eu plus de 15%. Ils ont eu plus de 15%. M. Doumbia, quand même. Donc, je vous dis... Ils n'ont pas eu 15%, M. Doumbia. Ils n'ont pas eu 15%, M. Doumbia. Je vous dis... Ils n'ont pas eu 15%. Ce sont des partis satellites. Vous vous servez d'eux pour mettre la pression sur le PDCI. Et le PDCI n'arrive pas à accepter cela. Parce que le contrat de base, c'est qu'en 2020, c'était leur tour, monsieur. Alassane Ouattara ne peut pas se présenter en 2020. Il ne peut pas? Il ne peut pas. S'il veut. Politiquement. Comment il ne peut pas? C'est incorrect. Non, je ne peux pas dire ça, ce n'est pas du tout incorrect. Quand la loi autorise, on ne peut pas dire que c'est incorrect. Oui, parce que vous voyez... Quand la loi autorise, on ne peut pas dire que c'est incorrect. D'accord. Seulement que cette façon... où les tests sont respectés, les lois sont respectées, on ne peut pas parler d'incorrect. Bien sûr. Maintenant, la décision de se présenter ou de ne pas se présenter revient à lui-même. Vous voyez, c'est une manière très subtile de rester au pouvoir sans être traité constitutionnellement des dictateurs. Imaginez si chaque président, au terme de son deuxième mandat, puisqu'il a tout avec lui, il a même la majorité à l'Assemblée, faisait adopter une nouvelle constitution. Bon, là, ça donnera 10 ans à chacun. Je tiens à vous rappeler que le changement de la constitution en Côte d'Ivoire n'avait pas pour objectif de donner la possibilité d'un autre mandat à un quelconque président. Ce n'était pas ce que vous avez évoqué. Ce n'était pas ce que vous avez évoqué. Mais vous l'avez mis dans la Constitution. Non, excusez-moi. Alors pourquoi vous n'avez pas mis dedans? On a mis quoi dans la Constitution? La possibilité pour Alassane Ouattara de prendre cela comme prétexte et de se représenter sans problème légal. Dans la Constitution? Non, je vous dis, c'est l'esprit de la Constitution. Non, ce n'est pas l'esprit de la Constitution. Aujourd'hui, vous êtes en train d'évoquer cette Constitution. Aujourd'hui, vous êtes en train d'évoquer. Aujourd'hui, vous êtes en train de contester. Vous êtes en train d'utiliser cette. Aujourd'hui, vous êtes en train d'utiliser cette Constitution pour permettre à Alassane Ouattara en 2020, pour donner un prétexte à Alassane Ouattara en 2020 de se représenter comme candidat. Là, je m'inscris en faux. Ah bon? Parce que la priorité n'est pas pour donner une possibilité de se présenter. Ça n'a pas été la priorité que vous avez évoquée. Mais ça annonçait cela, ça causait cela. Dans les faits, aujourd'hui, vous évoquez le fait qu'Alassane Ouattara n'a aucun problème légal de se présenter en 2020. Vous savez que le président, avant les élections, après les élections, les premières élections, même au deuxième mandat, il a toujours demandé qui fera son temps et qui partira. Rassurez-moi qu'il partira. Et jusqu'à cette décision... Vous ne pouvez pas me rassurer parce que vous n'avez pas la garantie. Et bien, ça ne devrait pas lui revenir, monsieur Doumbia, ça ne devrait pas lui revenir. Ça ne devrait pas lui revenir. Obama était très populaire aux États-Unis. Il pouvait décider de changer la Constitution pour rester. Il est parti. Je veux vous expliquer les véritables raisons du changement de notre Constitution. Je veux très bien les prendre. Je vais très bien les prendre. Rien à voir avec une possibilité à donner à quelqu'un pour être candidat. Donner ce que vous ne comprenez pas. Nous, notre Constitution en Côte d'Ivoire, vous savez d'où nous sommes venus. La Constitution sur Oufoué, a été changée. Non, écoutez-moi. La Constitution sur Oufoué a été changée. M. Doumbia, c'est cet argument-là qui ne passe pas. Cet argument que vous évoquez là, je vous dis que ça ne passe pas. Vous savez, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous me faites du politiquement correct. Vous êtes en train d'évoquer des raisons majeures qui ont conduit à la révision de la Constitution. Et vous évoquez la même Constitution. Mais justement, vous évoquez la même Constitution. Vous pensez que c'est seulement le point de permettre... Ce n'est pas seulement ça. Alors, donc, mais c'est aussi ça. Que vous savez les points les plus importants? Obama, vous avez parlé d'Obama. Aujourd'hui, c'est le point le plus important. Vous avez parlé. Laissez tomber Obama. Parlons de Ouattara. Il ne devrait pas se présenter en 2020. Obama il ne devrait pas. Obama, vous voulez faire quoi? Il faut des institutions. Il faut des institutions fortes. Et c'est ce que le président Ouattara a fait. Parce que notre constitution portait des gemmes conflictuelles. Lorsque la constitution, si vous voulez, a été changée, vous savez très bien que nous avons eu affaire au et au ou. Et vous savez la situation que la Côte d'Ivoire a traversée. Donc cette constitution-là n'était vraiment pas bien pour la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec vous. Il fallait renforcer, il fallait prendre des garde-fous pour pouvoir consolider. Absolument pas mais donc, écoutez-moi. Je vous écoute et je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, nous avons un Sénat en Côte d'Ivoire.
Je suis d'accord. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne remet pas en cause tout cela, monsieur. On ne remet pas en cause tout cela. Pourquoi vous n'avez pas, mis dedans? Non, pourquoi? Si. Non, mais si pourquoi vous n'avez pas mis dedans? Moi, je vous donne les grandes lignes pour pouvoir vous faire comprendre que cette constitution-là n'avait pas pour but de permettre seulement à quelqu'un de pouvoir se représenter. Ça avait beaucoup plus d'importance et ce sont ces importances que je suis en train de vous faire voir. D'abord, je vous ai parlé du Sénat qui vient pour consolider les acquis et appuyer l'Assemblée pour pouvoir faire vraiment des projets de loi et des lois garanties. Nous avons Parlez-moi de toutes ces réformes, mais tout cela ne m'intéresse pas dans ce débat, M. Doumbia. Ça doit vous intéresser. La seule chose qui m'intéresse, c'est la possibilité que la Constitution a donnée à Alassane Ouattara de prendre, lui, la décision de rester ou de partir en 2020. Mais où est le mal en Le mal dans ça, c'est qu'il a déjà fait 2 mandats. Il a fait 10 ans au pouvoir. L'alternance démocratique, on veut le voir dans tous les pays africains. Vous voyez, oui. Mais est-ce qu'il restera éternellement au pouvoir? Non, mais maintenant on veut qu'il parte. On veut qu'il parte vivant. Mais pourquoi maintenant? Parce qu'il a fait 10 ans. Vous dit quoi? Qui parte vivant, lui, il ne veut pas mourir au pouvoir. Ben, peut-être qu'il va mourir au pouvoir. Il ne veut pas mourir au pouvoir. Il a quel âge même Alassane Ouattara maintenant? Il ne peut pas mourir au pouvoir. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas me donner la garantie. Non, mais on sait que la vie appartient à Dieu. Mais une chose est certaine, le souhait le plus ardent est qu'il puisse prendre une retraite dorée, une retraite tranquille en 2020. Pour faire ses derniers jours. Ça dépend de lui, ça dépend de la situation qui va prévaloir. Pourquoi ça doit dépendre de lui? Pourquoi ça doit dépendre d'un homme, M. Doumbia? Pourquoi? L'intérêt du pays. L'intérêt du pays ne peut pas dépendre d'un homme, ça dépend d'une institution. L'institution de notre parti, c'est la Côte d'Ivoire entière. Oui. Donc, si mais Alassane Ouattara est le seul à pouvoir aujourd'hui, d'après ce que vous m'avez expliqué, à décider de rester ou de partir. Moi, je veux dire, nous pouvons lui proposer de rester, d'être candidat. Il est libre de refuser. Oui. J'arrive. Parlons-en d'ailleurs. Non, il est libre de refuser. Oui. Comme nous pouvons ne pas lui proposer et que la décision vienne de lui. La majorité présidentielle. Non, et que pas la majorité présidentielle. Mais c'est quand c'est comme ça que nous commençons maintenant à faire le travail qui est le nôtre. Si Alassane Ouattara ne se présente pas comme candidat en 2020, vous êtes certain de perdre la majorité présidentielle, n'est-ce pas? Mais je vous en prie. Blé Boudé, il revient. Parlez-moi des gens capables. Blé Boudé? Parlez-moi des gens capables, mais je ne vois pas. Aujourd'hui, il est aussi populaire qu'auparavant, qu'est-ce que vous appelez la CP. Son mentor a perdu face à nous. Ce n'est pas lui qui va venir remporter une élection face à nous. On ne le sait pas, hein? Et d'ailleurs, je crois que le débat n'est pas à jour parce que qu'il revienne d'abord et puis on va voir. Moi, je ne débat pas sur ça. Qu'il revienne d'abord. Vous avez la responsabilité politique de débattre de ça, monsieur Doumbia. Comment? Parce qu'il sera là ou bien il ne sera pas là. Mais ça dépend. Quand ils vont finir avec la CPI, en ce moment-là, on pourra débattre de tous ces sujets. Pour le moment, il n'est pas encore. Vous le pensez? Mais ça n'engage que moi, mon souhait. Mais ce n'est pas dans ce qui ne se réconcilie. Pardon? Votre souhait le plus ardent, c'est. Mon souhait le plus ardent? Hein? Mais par rapport au FPI? Par rapport au FPI. C'est qu'il ne se reconstitue jamais. C'est ça votre souhait? De toute façon. Politiquement malin. Personne ne peut souhaiter que son adversaire ait les armes plus fortes que lui. Ouais, bien sûr. Ça, au moins, c'est clair. Donc, moi. Alors, comment se comportent les oufouettistes en Guinée? Mais les oufouettistes en Guinée sont en train de. Comment vous fonctionnez? Effectivement, nous sommes là dans toutes les régions, dans toutes les grandes villes, Zérékoré, Kankan, Sigiri. Nous pouvons avoir besoin du PDCI. Non, je ne veux pas de conjugaison à un temps qu'on ne comprend pas. Vous avez besoin du PDCI pour 2020, pour la présidentielle de 2020, oui ou non? On peut avoir besoin du PDCI. Est-ce que vous avez besoin d'un, M. Doumbia? C'est assez simple. Je vous lance le défi, je vous dis, vous n'oserez pas répondre à cette question. Avec le PDCI ou sans le PDCI, est-ce que vous avez besoin de... Est-ce que vous avez besoin de... Non, cette réponse, je ne la prendrai pas. Est-ce que vous avez besoin du PDCI en 2020? On en a déjà plus de la moitié. Est-ce que vous avez besoin de la direction du PDCI en 2020? Est-ce que vous avez besoin que, comme en 2010, comme en 2015, votre question est incomplète.
votre question en elle-même est incomplète. C'est la fin de cette émission, M. Doumbia. Alors là, vous avez encore 30 secondes peut-être pour regarder la caméra derrière moi. Peut-être il y a un message que vous voulez faire passer, ou peut-être il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ou qu'on n'a pas suffisamment évoqué. C'est le moment pour vous de revenir sur cette question. C'est le moment de la carte blanche.